Elle m'a dit, je ne peux pas être avec un homme au chômage, tu n'es plus celui dont je suis tombée amoureuse. J'ai accepté et je suis devenu l'homme qu'elle ne pouvait plus qu'observer réussir de loin. Nous étions assis dans le même café où nous avions l'habitude de célébrer mes réussites, promotions, projets, petits jalons qui autrefois semblaient infinis. Maintenant, l'air entre nous était lourd, seulement rempli du léger tintement de la cuillère contre sa tasse. Evan, dit Claire d'une voix basse mais assez tranchante pour fendre le bruit, je ne peux pas être avec un homme au chômage. Tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. 2 semaines plus tôt, j'avais été licencié de mon cabinet d'architecture à Austin. Je pensais que ce serait temporaire, que je retrouverais quelque chose rapidement. Mais ce jour-là, elle me regardait comme si j'avais échoué à un examen silencieux. Elle l'a dit assez fort pour que le couple derrière nous se retourne. Mon visage a brûlé. Je ne me suis pas défendu. Je ne lui ai pas parlé des nuits blanches, des CV envoyés à l'infini, ni de la panique qui m'écrasait chaque matin. J'ai seulement dit, je comprends. Elle a laissé quelques billets sur la table comme si elle payait le dernier chapitre de notre histoire, et elle est partie. Ce soir-là, je suis rentré dans un appartement silencieux. Son parfum flottait encore dans l'air. Notre ancien tableau de visualisation, la maison, les voyages, le mariage me regardaient depuis le frigo. Chaque photo ressemblait à un rappel cruel, les rêves peuvent disparaître plus vite que l'amour ne l'admettra jamais. Le premier mois après son départ ressemblait à une vie dans le brouillard. Les jours se fondaient dans les nuits, et la seule chose plus forte que mes pensées était le bruit de mon téléphone vibrant sous les rappels de paiement en retard. J'ai vendu ma voiture d'abord, puis le canapé, puis le cadre du lit. Chaque objet qui quittait l'appartement le faisait résonner un peu plus, comme s'il était en deuil avec moi. Mon diplôme d'architecture semblait être une feuille de papier qui se moquait de moi depuis son tiroir. Personne n'embauchait. Le marché s'était contracté, les agences réduisaient leurs effectifs, et chaque entretien commençait par « Nous garderons votre CV dans nos dossiers ». Alors j'ai ravalé ma fierté et j'ai commencé à livrer des courses le jour, des plats à emporter le soir. La paie était mauvaise, les horaires pires encore, mais au moins ça gardait les lumières allumées de justesse. Un soir, trempé par la pluie, je livrais une commande dans un restaurant du centre-ville, un de ces endroits élégants où Claire me traînait toujours quand tout allait bien. Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'étais concentré sur le numéro de table, jonglant avec des sacs en papier qui sentaient les pâtes à la truffe et l'ail. Puis j'ai entendu son rire. Il m'a figé en plein mouvement. Elle était assise avec lui, l'avocat d'entreprise que j'avais vu dans ses nouvelles publications. Il avait cette assurance naturelle de quelqu'un qui n'a jamais du tout recommencé à zéro. Ses amis les entouraient, verres qui s'entrechoquaient, visages illuminés par la lumière douce. Elle avait l'air heureuse. Ou peut-être juste soulagée de ne plus être à côté de quelqu'un comme moi. Quand nos yeux se sont croisés, une demi-seconde à peine, je m'attendais à quelque chose. De la surprise, de la culpabilité, peut-être de la pitié. Mais elle m'a traversé du regard, comme si je n'étais qu'un inconnu venant livrer son repas, et non l'homme qui avait un jour bâti ses rêves sur des plans et des nuits entières passées au café. Le serveur, un gamin à peine plus jeune que moi, a remarqué mon expression. Il a chuchoté, « Mec, c'est ton ex. » J'ai forcé un sourire. Ça l'a été. Après ça, je suis parti vite, l'odeur de parfum cher et de steak accrochant ma veste longtemps après que la pluie ait effacé tout le reste. Plus tard dans la nuit, j'ai fait défiler mon fil d'actualité et j'ai vu sa dernière légende sous un coucher de soleil parfait, ne retourne jamais à l'endroit qui t'a appris à survivre. Message reçu. Ce poste m'a fait quelque chose. Pas de la colère, quelque chose de plus froid. Une forme de clarté silencieuse. Je me suis rendu compte que j'avais passé trop de temps à attendre que quelqu'un me valide, me dise que j'avais encore de la valeur. Mais un amour bâti sur l'admiration meurt vite quand l'admiration se transforme en obligation. J'ai arrêté de consulter son profil. J'ai cessé d'expliquer ma vie aux amis qui appelaient seulement pour dire « Tu trouveras quelqu'un de mieux ». Je ne voulais pas quelqu'un de mieux. Je voulais redevenir quelqu'un que je respectais. Alors je me suis fait une promesse, plus d'auto-apitoiement, plus de défilement, plus d'attente. Chaque soir après le travail, je restais debout pour apprendre design digital, modélisation 3D, petits contrats d'architecture en freelance, tout ce qui pouvait me remettre sur les rails. J'ai transformé ma petite table de cuisine en poste de travail, alimentée par du café instantané et de la détermination. Il y a eu des nuits où l'épuisement murmurait « Tu perds ton temps ». Mais alors je me souvenais de sa voix dans ce café, la façon dont elle avait dit que je n'étais plus l'homme dont elle était tombée amoureuse et je continuais.
Parce qu'elle avait peut-être raison. Je n'étais plus cet homme-là. J'étais autre chose désormais. J'ai cessé de vivre pour les applaudissements et j'ai commencé à vivre pour l'élan. Un job à la fois, une nuit blanche après l'autre, j'ai commencé à reconstruire à partir des ruines. Quand j'ai consulté mon compte un matin et que j'y ai vu le premier vrai virement d'un projet freelance, je ne me suis pas senti fier, je me suis senti stable. Ancré. Comme si la terre avait enfin cessé de trembler sous mes pieds pour la première fois depuis des mois. Ce jour-là, j'ai cessé de survivre et j'ai commencé à planifier mon retour. Houston ne faisait partie d'aucun grand plan, c'était juste l'endroit où le billet de bus le moins cher pouvait m'emmener sans franchir les frontières de l'État. Je suis arrivé avec 2 sacs de sport, un ordinateur portable d'occasion et une détermination silencieuse qui n'avait pas besoin de témoins. La chambre que je louais était à peine plus grande que le lit. La fenêtre donnait sur une ruelle, et les murs étaient si fins que j'entendais la télé de mon voisin toute la nuit. Mais c'était chez moi. C'était le premier endroit qui ressemblait à un nouveau départ plutôt qu'à une perte. J'ai trouvé un travail à temps partiel pour remplir les rayons d'une épicerie ouverte 24h24. La paie n'était pas géniale, mais ça m'offrait quelque chose que je n'avais pas eu depuis des mois, une routine. Je travaillais de nuit, je rentrais quand la ville dormait encore à moitié, et je passais les premières heures du matin penché sur mon ordinateur, à regarder des tutoriels de design UX jusqu'à en avoir la vue brouillée. Je n'ai jamais été doué pour rester assis sans rien faire, mais apprendre à nouveau, construire quelque chose avec ma tête, c'était de l'oxygène. J'ai pris un petit prêt pour financer les cours. Chaque rappel de remboursement faisait mal, mais il me poussait en avant. Je n'avais plus de luxe, ni d'argent, ni de confort, seulement du temps. Et je n'allais pas le gâcher. 6 mois plus tard, j'ai décroché mon premier vrai contrat freelance, créé un logo pour une petite start-up qui vendait des savons faits main. 250 $. Ce n'était pas glamour, mais quand le paiement est arrivé sur mon compte, je suis resté à le regarder longtemps. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était la preuve que je pouvais à nouveau créer quelque chose qui avait de la valeur aux yeux des autres. Ce soir-là, je me suis offert un vrai repas, pas des nouilles instantanées, et je te jure qu'il avait le goût de la victoire. Après ça, les choses ont commencé à bouger. Lentement au début, un client en amenait un autre, un projet devenait une recommandation. J'ai construit un portfolio, peaufiné mon CV, commencé à réseauter en ligne. Il y avait encore des ratés, des paiements en retard, des clients odieux, des nuits où je croyais avoir fait une erreur, mais à chaque projet terminé, je retrouvais un morceau de mon ancienne confiance. Et pourtant, je n'étais plus le même homme que celui du café. Le besoin désespéré d'être vu avait disparu. Le besoin de validation, de quelqu'un pour m'applaudir, s'était consumé quelque part entre les nuits de travail et les tasses de café. 1 an après mon arrivée à Houston, j'ai reçu un mail d'une start-up qui voulait que je conçoive toute leur interface digitale, mon premier contrat à 25 000 $. J'ai relu le montant 3 fois, persuadé d'avoir mal vu. Quand je l'ai signé, j'en avais les mains qui tremblaient. Ce soir-là, je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. J'ai juste commandé une pizza bon marché, lancé une vieille playlist de mes années de fac et me suis assis par terre pour manger tandis que la pièce se remplissait de musique douce et du léger bourdonnement de mon ordinateur. Ce n'était pas un triomphe de film, pas de feu d'artifice, pas d'ovation, juste moi, une boîte de pizza graisseuse et la prise de conscience que j'avais construit quelque chose à partir de rien. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de courir derrière la vie. Je la vivais. Et quelque part entre les accords de cette vieille chanson et la lumière vacillante de la lampe de bureau, j'ai compris quelque chose de simple mais de profond, je n'avais pas besoin de l'approbation de Claire pour me sentir vivant. Je n'avais pas besoin d'elle, tout court. L'homme qu'elle avait quitté était mort silencieusement cette nuit-là à Austin, avec cette version de l'amour qui dépendait de conditions. À sa place, il ne restait pas quelqu'un d'aigri ou de brisé, juste quelqu'un de calmement inébranlable. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus comme un raté essayant de prouver sa valeur. Je me sentais à nouveau comme un bâtisseur, sauf que cette fois, les fondations, c'était moi. 2 ans peuvent passer dans le silence, tout en te transformant complètement. À ce moment-là, je n'étais plus l'homme qui colmatait les brèches de sa vie, je construisais quelque chose de solide. Mon petit studio de design était devenu une entreprise à plein temps. J'avais des clients dans 3 pays, un revenu stable et ce genre de confiance tranquille qu'on ne peut pas feindre. Je ne courais plus après l'approbation, je gagnais le respect, projet après projet. Alors quand un mail est arrivé m'invitant à intervenir lors d'une conférence régionale de design à Austin, la ville que j'avais autrefois fuyie, j'ai presque ri. La vie a vraiment un drôle de sens de l'humour.
Les organisateurs avaient réservé un café local comme lieu de networking. Ce café. Celui où Claire avait mis un terme à notre histoire en une seule phrase. Un instant, j'ai pensé décliner. Mais quelque chose en moi, peut-être la même part obstinée qui avait refusé d'abandonner, m'a dit, vas-y. Pas pour te venger. Pour tourner la page. En entrant, l'odeur de café torréfié et de caramel brûlé m'a frappé comme un souvenir. L'endroit n'avait pas beaucoup changé, même mur de briques, même plante suspendue, même table dans le coin où ma vieille vie s'était terminée. Mais moi, j'avais changé. Je suis entré en portant de la confiance à la place de la culpabilité. Cet après-midi-là, je me suis tenu sur scène devant une centaine de personnes, jeunes designers, étudiants, professionnels, et j'ai partagé mon histoire. Pas la version édulcorée, la vraie, comment tout perdre m'avait forcé à reconstruire, comment l'échec était devenu le professeur que je n'avais jamais demandé mais dont j'avais désespérément besoin. Les gens écoutaient. Vraiment. Je le voyais dans leurs yeux, ce mélange d'empathie et de curiosité. Je leur ai parlé des nuits où la seule chose qui me tenait éveillé, c'était la croyance. De la façon dont j'avais appris à mesurer le succès, non en applaudissements, mais en persévérance. Et puis, au milieu de la foule, je l'ai vue. Claire. Elle était assise près de l'avant, toujours aussi impeccablement apprêtée, manteau beige, bracelet doré familier, cette même façon de croiser les bras quand elle se sent mal à l'aise. Pendant une seconde, le temps s'est plié. J'ai ressenti le même air du café, la même humiliation, la même douleur qu'il y a des années, puis tout a disparu. Elle n'était plus mon histoire. Juste une note de bas de page dedans. Après la conférence, les gens sont venus me serrer la main, poser des questions, prendre des photos. Quand la foule s'est éclaircie, elle s'est approchée. Son sourire était poli, presque récité. « Tu as changé » dit-elle doucement. « Oui » répondis-je en la regardant dans les yeux sans trembler. « Je suis enfin devenu celui que j'étais censé être. » Elle hocha la tête, baissant les yeux vers son alliance. « Je travaille au cabinet de mon mari, maintenant. » On est heureux. Le mot s'est coincé sur sa langue, comme s'il ne collait pas tout à fait. Il y eut une pause, pas gênante, juste remplie de tout ce qu'on ne dirait jamais. Je souris. C'est bien. Et c'est tout. Pas de grande scène, pas de moment de cinéma, pas de revanche. Juste deux personnes debout à l'endroit où l'une avait fini et où l'autre avait commencé. Je me suis tourné pour partir. En atteignant la porte, j'ai aperçu un reflet dans la vitre, elle, encore debout là, me regardant m'éloigner. Peut-être qu'elle se souvenait de l'homme qu'elle avait quitté. Peut-être qu'elle réalisait que parfois, quand tu abandonnes quelqu'un qui est tombé, tu ne vois jamais en quoi il se relève. Dehors, l'air était plus léger. J'ai glissé mes mains dans les poches de mon manteau et j'ai descendu la rue. La même ville qui m'avait autrefois avalé tout entier paraissait maintenant petite sous mes pas. La vérité était simple, je n'avais pas besoin qu'elle soit témoin de mon retour. Elle se trouvait juste là quand le cercle s'est refermé. Et m'en aller cette fois-là sans amertume, sans douleur était plus satisfaisant que n'importe quelle ovation. Une semaine après la conférence, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Notifications, textos, messages, tout le monde demandait « Mec, tu as vu ce que Claire a posté ?» J'ai hésité, puis j'ai ouvert mon fil. C'était là, un long post dramatique sur son compte, le genre de texte qui avait plus sa place dans un soap que dans la vraie vie. Elle parlait de son ex toxique qui ne supportait pas une femme qui réussit, me décrivant comme un raté accroché à la médiocrité pendant qu'elle, soi-disant, s'élevait. Elle mentionnait même mes anciennes dettes, les courses que j'avais livrées, les nuits où j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. Chaque ligne était soigneusement calculée pour me faire honte, susciter la sympathie, réécrire l'histoire que nous avions vécue tous les deux. J'ai regardé le post un instant, puis posé le téléphone. Mon premier réflexe, me défendre, m'expliquer, répondre, s'est évaporé comme de la fumée. Je n'ai rien répondu. Je n'ai rien publié. J'ai simplement continué ma vie, tranquillement. Et puis l'inattendu s'est produit. Quelqu'un a ressorti de vieilles photos, des images d'elle et de l'avocat qu'elle exhibait en ligne, prouvant qu'il était marié quand ils ont commencé à sortir ensemble. Sa narration soigneusement construite s'est effondrée sous son propre poids. En quelques heures, son post avait disparu, mais les captures d'écran s'étaient déjà répandues sur les réseaux comme une traînée de poudre. Les gens murmuraient, commentaient, riaient, partageaient. L'ironie n'échappait à personne. D'une certaine manière, j'ai regardé tout ça se dérouler à distance, presque amusé.
Je n'ai pas jubilé. Il n'y avait aucune satisfaction à voir quelqu'un d'autre trébucher, juste la reconnaissance silencieuse que la vérité finit toujours par remonter à la surface, d'une manière ou d'une autre. Elle a disparu des réseaux peu après, laissant un vide là où sa présence dramatique occupait autrefois tout l'espace. C'était comme si l'univers avait simplement appuyé sur « supprimer », sans cérémonie, sans que j'aie à bouger le petit doigt. Pendant ce temps, la vie continuait pour moi. Mon agence avait suffisamment grandi pour attirer l'attention d'investisseurs et de gros clients. Cette semaine-là, j'ai reçu une offre pour ouvrir une nouvelle antenne à Denver, une ville pleine d'opportunités, un endroit où je pouvais étendre mon travail, mon influence, ma vie. J'ai signé le contrat sans hésiter, avec ce sentiment d'élan que je n'avais pas connu depuis des années. Ça m'a frappé à quel point le karma opère pas bruyamment, pas avec vengeance, mais calmement, avec un timing parfait. Il n'a pas besoin de crier, il agit, c'est tout. Le monde a sa propre manière de se rééquilibrer, et souvent, les plus grandes déclarations de triomphe ou de honte sont les premières à se désintégrer sous le regard des autres. Je repensais à ces nuits à Austin, à l'appartement vide, à la brûlure de ces mots dans ce café. J'ai réalisé qu'aucune de ces douleurs n'avait été gaspillée. Chaque perte, chaque humiliation, chaque moment passé à reconstruire à partir de rien m'avait préparé à ça, pas seulement au succès, mais à une paix qui ne dépendait de l'approbation ou de la reconnaissance de personne. J'ai continué à travailler tard, à affiner mes designs, à m'entourer de jeunes designers qui me rappelaient moi-même, toujours à pousser plus loin. Chaque mail, chaque réunion, chaque contrat signé devenait un témoignage, non pas de la revanche, mais de la persévérance. Quand je suis monté dans l'avion pour Denver, le passé semblait lointain. Claire, l'ex, le rejet, l'humiliation, tout ça appartenait à une autre vie, qui ne dictait plus l'homme que j'étais devenu. Je me suis installé dans mon siège, ordinateur ouvert, projet prêt, avec un sourire calme aux lèvres. C'est fou, ai-je pensé, comme le karma ne s'annonce jamais. Il n'en a pas besoin. Il réarrange juste les pièces pendant que tu te concentres sur le fait de construire quelque chose de réel. Et cette fois-ci, je ne faisais plus que survivre. Je prospérais. 3 ans plus tard, j'étais debout sur le petit ponton derrière ma maison au bord du lac, un café à la main, regardant le soleil étirer ses doigts sur l'eau. La propriété n'avait rien d'extravagant, juste assez pour être un refuge tranquille, loin du bruit de la ville et du chaos d'une entreprise en pleine croissance. Mais c'était à moi, et elle symbolisait quelque chose de bien plus grand que des murs ou des mètres carrés. C'était la preuve que la vie que j'avais reconstruite était réelle, solide, et entièrement à mes conditions. J'avais aussi lancé une bourse pour les jeunes diplômés sans emploi en design et en architecture, un petit fonds, mais significatif. Je voulais que d'autres sachent qu'un départ difficile ne définit pas la fin. Si quelqu'un m'avait aidé, même par un geste minuscule, la trajectoire aurait pu changer plus tôt. Maintenant, je pouvais être cette personne pour quelqu'un d'autre. Il n'y avait aucune fierté dans l'ego, seulement dans l'impact. Parfois, je remarque des schémas familiers dans les statistiques de mes réseaux sociaux. Claire, je le soupçonne, a pris l'habitude de regarder mes stories depuis un faux compte. Une photo de vacances, un cliché tard dans la nuit au studio, un petit post de victoire, elle observe en silence. Une part de moi a envie de la remercier pour ce jour dans le café, pour cette phrase cruelle qui m'a mis en mouvement. Ça a été une étincelle. Sans ça, peut-être que j'attendrais encore l'approbation des autres au lieu de tracer ma propre route. Mais je ne le fais jamais. La gratitude n'a pas besoin d'être dite à voix haute pour exister. Elle n'est plus qu'un panneau sur une route que je n'emprunte plus, un repère d'un chapitre que j'ai refermé il y a longtemps. Je vis vers l'avant, pas vers l'arrière. Mon père m'a appelé récemment, la fierté dans la voix malgré la distance, sois fier, pas de l'argent mais de l'homme que tu es devenu. J'ai gardé cette phrase en moi. Parce qu'il avait raison. Chaque épreuve, chaque nuit sans sommeil, chaque doute que j'ai combattu a façonné cet homme. Pas l'homme qu'elle voulait, pas l'homme qu'elle jugeait, mais l'homme que j'ai choisi d'être. Il m'arrive de rejouer ces mots dans ma tête, tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Elle avait raison. Je ne suis plus cet homme. J'ai évolué. Je me suis reconstruit. J'ai réussi d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et l'ironie de tout ça est silencieuse, subtile et immensément satisfaisante. Aujourd'hui, quand je pense à elle, je ne ressens ni colère, ni manque, ni regret. Je ressens de la clarté. Elle fait partie de mon histoire, mais pas de mon présent. Elle est spectatrice d'une vie que j'ai construite sans elle, sans m'accrocher à la rancœur, sans mendier l'approbation. Alors je continue à vivre, à grandir, à apprendre, à donner, à créer.
Chaque projet, chaque journée, chaque lever de soleil sur le lac me rappelle ceci, l'homme que je suis devenu n'a pas besoin d'applaudissements, et pourtant, la vie continue de le récompenser généreusement. Un jour, elle a dit que je n'étais plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle avait raison. Et maintenant, je suis l'homme qu'elle ne peut plus que regarder réussir de loin, calmement, avec assurance, pleinement. Et cela me suffit largement.